Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez et surtout bienvenue dans ce premier portrait ciné de 2022. Alors d'accord, mais un portrait ciné, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une discussion, une sorte d'interview finalement entre moi et un vidéaste, un cinéphile, quelqu'un qui est passionné par le cinéma et on papote, on rigole, on parle de films, bref, de la franche camaraderie. Et pour ce premier portrait ciné de 2022, j'accueille une invitée, et pas n'importe laquelle puisque je l'attends depuis un moment. C'est une meuf qui parle de rôle féminin hyper badass, qui parle de films d'horreur, qui fait des interviews. J'adore sa chaîne, vraiment ses vidéos sont passionnantes, je vous les conseille 1000 fois. Et sans plus attendre, merci d'accueillir dans un tonnerre d'applaudissements virtuels Demoiselle d'horreur. Allô? Oui. Oui, coucou, ça va? Oui, très bien, et toi? Eh bien, très bien, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. Bah merci, mais ravie, enfin merci de ton invitation surtout. Bah écoute, ça manque un peu de nana là, donc je suis vraiment tout à fait ravie que tu sois là. Est-ce que tu vas bien? Écoute, oui, ça. Enfin, je t'avoue que la période est pas facile là en termes de géopolitique et compagnie, un peu anxiogène, mais on un fait poil, aller, ouais. je dirais. Ouais. Oui, oui, je suis d'accord. C'est un peu l'angoisse. Écoute, on va essayer de penser à autre chose pendant ce temps qu'on va partager avec les gens. J'ai quelques petites questions à te poser. Est-ce que tu es prête? Oui, absolument. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Judith et j'anime depuis janvier 2020 la chaîne YouTube qui s'appelle Demoiselle d'horreur, qui propose des analyses de mise en scène centrées sur les personnages féminins dans les films de genre, horreur au sens large, et sur cette chaîne je propose aussi des interviews de comédiennes ou de réalisatrices de films de genre. Parfois des biographies, parfois des couvertures de festivals, mais en tout cas tout autour du féminin dans l'horreur. Voilà, alors je l'ai déjà dit dans l'intro, mais vraiment je vous conseille d'aller voir sa chaîne, ça change beaucoup des chaînes ciné qu'on a l'habitude de voir, donc je vous mets évidemment ça en description et de toute façon je vous mettrai tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas là-dessus. On va commencer les petites questions. Qu'est-ce que c'est le tout premier film que tu as vu au cinéma? Alors, la toute première séance de cinéma dont je me rappelle, c'était des courts-métrages. Et les deux courts-métrages dont je me rappelle, c'était un dessin animé qui s'appelait Le Moine et le Poisson, avec des images qui m'avaient beaucoup marqué, va savoir pourquoi, un poisson qui vole sa clé à un moine et qui le moine le poursuit tout le long d'un bassin, enfin bon bref, je sais pas pourquoi ça m'avait beaucoup marqué. Et okay. L'autre court-métrage de cette séance qui m'avait émerveillée, c'était un Michel Oslo qui s'appelait le Prince des Joyaux. Et tu vois comme dans Prince et Princesse de Michel Oslo, tu vois les décors en fond bleu avec les silhouettes noires découpées dessus et avec les diamants qui ressortent en paillettes, en argenté. Là, j'avais trouvé ça sublime et ça m'avait beaucoup marqué petite, et j'ai beaucoup peiné à retrouver en fait ce que c'était d'après mes vagues souvenirs ces courts-métrages là, et j'ai trouvé ça l'année dernière. Et bref, donc voilà. Et premier long métrage, je crois, j'ai longtemps cru que c'était Princesse Mononoke, et en fait je crois que c'était, en termes d'année, Le Bossu de Notre-Dame. Ok. Oui, Princesse Mononoke, en plus comme premier long métrage, c'est un peu vénère, non? J'ai eu, oui, j'ai eu super peur, oui, parce que du coup c'était a priori pas le premier, mais c'était l'un des premiers, on va dire. Ouais. Je me rappelle avoir flippé ma race, mais avoir adoré en même temps, ça m'a beaucoup marqué aussi, et enfin voilà, génial, mais ouais, pas facile à digérer. Ouais, puis en plus c'est une époque où c'était un peu, enfin j'ai l'impression, en tout cas moi dans mes souvenirs aussi, c'était un peu les débuts des arrivées des animés asiatiques en France, et du coup comme on voyait que c'était un animé, nos parents ils nous emmenaient voir ça alors que c'était pas forcément hyper adapté aux enfants quoi. Ah oui, alors que ça commence avec une scène de massacre avec des membres coupés dans tous les sens et tout. C'est... Enfin bon. Mais bref, en tout cas, voilà, il se trouve que ça ne m'a pas empêché de beaucoup aimer ce film dès lors et même encore aujourd'hui. Donc, D'accord, bah écoute, alors du coup peut-être que ma deuxième question, peut-être que tu vas répondre ça, mais peut-être qu'on va être surpris aussi. Qu'est-ce que c'est le film qui t'a traumatisé? Alors celui qui te vient là évidemment, hein, c'est un des premiers films qui vraiment t'a marqué en mode traumatisme.
Et ben, alors il y en a plusieurs, mais c'est vrai que celui que je cite en général, c'est La Mouche de Cronenberg, parce que c'est celui où vraiment je me rappelle avoir demandé à mes parents d'arrêter le film. Je sais plus pourquoi, je m'étais retrouvée devant la télé à regarder ça avec eux un après-midi chez ma grand-mère. Je suppose que ça passait à la télé, ou je sais pas, et au bout d'un moment, c'est vrai que quand sa transformation commence à devenir vraiment vénère, moi j'ai commencé à me dire bon, je me sens quand même pas très bien, et même si j'avais un peu honte d'avouer que j'avais peur, j'ai demandé à mes parents d'arrêter. Mais je me rappelle aussi, c'est pas du tout un film d'horreur, mais j'avais été mise très mal aussi étant vraiment petite par Il était une fois dans l'Ouest, la scène du massacre au début m'avait vraiment choquée, mes parents s'en étaient pas rendus compte, et La Nuit du Chasseur aussi, voilà. Ok. Ouais, c'est vrai que... alors, j'ai pas vu la Nuit du Chasseur, mais c'est vrai que La Mouche, alors particulièrement si t'as découvert ça jeune, c'est hyper malaisant, quoi. Bah c'est vrai que c'est un premier contact, en plus je me rappelle ce qui m'avait choqué aussi à l'époque, entre autres avant les transformations, c'est qu'il y a la mort d'un des singes dedans, un chimpanzé ou je sais plus qui meurt, et encore maintenant c'est toujours dur pour moi quand on fait du mal aux animaux dans les films, alors déjà ça j'étais pas à l'aise, j'étais pas habituée à voir ça représenté de manière aussi graphique à l'écran quoi, dans un long métrage de fiction, et après c'est vrai que le body horror et les niveaux de body horror que ça atteint, c'était pas du tout le genre d'image auquel j'étais habituée à l'époque, même si j'avais déjà eu un peu des contacts avec des films d'horreur ou de genre au sens large, j'avais pas eu ce genre d'horreur aussi frontale encore quoi. Donc, question suivante, un peu plus léger. Donc admettons, tu viens de regarder un film d'horreur ou un film qui t'a traumatisé. Qu'est-ce que ça va être le film? Allez, le plaisir coupable ou le petit bonbon, le truc qui vraiment va te rassurer, va te faire te sentir bien, va te remonter le moral. Qu'est-ce que ce serait ce film-là pour toi? Si on quitte vraiment le domaine de l'horreur, j'aurais tendance à dire que c'est Love Actually, même si c'est particulièrement un film de Noël et que je le regarde en général particulièrement en période de Noël. C'est vrai que je pense que c'est le premier qui me vient en termes d'image genre purement rassurante, même si tout n'est pas joyeux dans le film, mais je pense que si je dois penser à des images purement feel good sans aucun filtre à ce niveau-là et qui ne m'évoquent que du bon, que du sucré, je dirais ça, ouais. Oui, c'est vrai que ça fait cet effet-là aussi. Alors c'est vraiment le film, c'est ça, la comédie romantique de Noël par excellence, mais en même temps, très bonne qualité, et c'est pas souvent, enfin en tout cas moi je sais que il y a très peu de comédies romantiques que j'apprécie, bon après j'en vois pas énormément, mais il y en a peu que j'apprécie, mais je dois dire que celle-là, je la trouve quand même vachement bien gérée quoi, je trouve ça excellent. Ouais, je suis d'accord, puis en plus en général c'est un peu un piège quand t'as un casting comme ça, que des fois ils mettent tout dans le casting et puis rien ni dans le jeu ni dans le scénario et tout, et là ça sort un peu du lot à ce niveau-là. Moi aussi j'aime beaucoup ce film, et puis en plus comme tu dis, il y a c'est gnangnan, ça dégouline un peu, mais pas que, il y a des trucs un peu plus complexes que ce qui paraît au premier abord quoi. Ouais. Quel est pour toi le personnage féminin le plus badass? Le plus badass, alors pas mon préféré, le plus badass. Enfin, ça pourrait être le même, tu me diras, mais. Ouais, c'est la meuf avec qui. Tu vois, demain c'est l'apocalypse, au hasard. Imaginons demain, vraiment ça dégénère. Quelle meuf t'as envie d'avoir avec toi, comme ça t'es sûre de survivre? Bah, c'est pas original, mais vraiment j'ai envie de dire Sarah Connor. Hein. J'ai envie de dire Sarah Connor. Que pourtant, alors si, parce que dès petite, je l'ai trouvée assez fascinante. Petite, j'avais surtout vu le 2 de Terminator, que j'aime beaucoup moins que le 1 aujourd'hui, alors que je trouve que c'est un bon film, mais c'est vrai que par contre j'ai tendance à m'insurger quand les gens ont tendance à dire qu'il est meilleur que le 1, parce que je trouve que le 1 est un chef-d'œuvre indépassable, mais voilà. C'est vrai que Sarah Connor, elle a quand même son côté badass qui est plus développé dans le 2, et justement en termes de traumatisme d'enfance, je me rappelle aussi, en voyant le 2 plusieurs fois gamine, j'avais été aussi très très dérangée, très choquée par l'image où Sarah Connor imagine, tu sais, l'extinction de l'humanité avec l'espèce de bombe qui explose, enfin c'est horrible de parler de ça maintenant, mais et où elle s'imagine, enfin elle imagine son corps complètement se décharner, puis son squelette brûlé et tout, et c'est pareil, ça m'avait fait du mal ça à voir gamine, mais du coup en même temps la manière dont elle faisait face à ce genre de démon, je trouvais ça dingue, puis elle avait un look d'enfer, enfin bref, voilà, ce serait Sarah Connor. Je m'attendais, j'hésitais, je savais pas trop ce que t'allais répondre, je m'attendais à ce que tu parles de Ripley aussi.
Ouais, oui, non mais oui, je pense que Ripley, en vrai, je pense que il y a peu de gens qui répondraient autre chose que l'un de ces deux personnages-là, enfin je sais pas, mais non, Ripley j'aime beaucoup aussi, mais c'est juste qu'elle m'a moins marquée depuis l'enfance, voilà, et elle a un côté qui est moins travaillé en tant que guerrière. Enfin moi ce que j'aime beaucoup dans le premier Alien, sachant que j'aime beaucoup moins les autres, c'est que justement elle a un côté très... Enfin, je veux pas me contredire avec ce que je dis dans ma vidéo non plus, mais c'est qu'au départ, elle nous est présentée très comme une femme normale et qui après va se transformer en femme extraordinaire petit à petit. Mais elle est moins, si tu veux, iconisée en tant que femme badass que Sarah Connor dans Terminator 2, quoi. À ton avis, qu'est-ce que c'est les conseils pour survivre dans un film d'horreur? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Toi qui en as regardé beaucoup. Alors c'est marrant, c'est-à-dire que c'est compliqué parce que c'est des conseils, enfin c'est des codes qui sont mis à mal plus ou moins avec les films d'horreur ces dernières années, tu vois, depuis que Scream essaie de renverser les codes du slasher et ensuite tout ce qui a suivi, et maintenant avec l'Elevated Horror, maintenant le genre essaye de ne plus pouvoir être codifié de manière si facile, mais et en général c'est vrai que plus ça va, plus on survit pas d'ailleurs dans les films d'horreur, plus il y a une vision un peu réaliste, voilà, où en fait, j'aurais tendance à dire en fait, il faut aller dans le sens du mal maintenant dans les films d'horreur, j'ai envie de dire, tu vois, c'est parce que l'étalon de ces dernières années en termes d'Elevated Horror, ce qui est vraiment le porte-étendard, on va dire, de la nouvelle mouvance, c'est Midsommar, et dans Midsommar, tu vois, tu l'as vu ou pas? Attention, spoiler pour s'il y a des gens qui l'ont pas vu. Non, je l'ai pas vu. Bref, j'ai vu Hereditary. Ok, alors ou comme dans Hereditary du coup, mais tu vois, c'est que la mère, elle prend le mauvais pli, on va dire, et en fait, il y a beaucoup de films dans lesquels, enfin récemment, j'ai l'impression où au bout d'un moment, il faut épouser la cause du mal si tu veux pouvoir t'en sortir, quoi. Et qu'on n'est plus dans l'idée de une héroïne ou un héros tout blanc qui va rester gentil et louable du début à la fin. Évidemment, il y en a toujours, hein, mais c'est pas la tendance actuelle. Oui. Oui, c'est vrai. Je vois ce que tu... Alors, je me suis mise au film d'horreur, au film de genre, on va dire, il y a pas longtemps, parce qu'avant, je me considérais vraiment comme une flippette et je vivais très mal le fait de regarder des films d'horreur. Mais je me découvre plus courageuse que je le pensais. Et du coup, je rattrape plein de choses. Je me suis fait, week-end dernier, je me suis fait un marathon Scream. J'avais déjà vu le premier, j'avais jamais vu les autres. Donc, vraiment, ça t'a plu ? Ouais, j'ai kiffé. Alors c'est particulier de les voir tous d'un coup parce que vraiment j'ai regardé du premier au, pas celui qui est sorti au cinéma, mais au dernier qui était trouvable sur internet. Ouais. C'est particulier de les voir tous d'un coup, mais ouais, c'est vraiment en plus c'est une saga assez particulière dans le style, et je suis d'accord avec toi que c'est vrai qu'avant les gens qui survivaient, c'était vraiment les gens qui s'opposaient, comme tu dis, comme un chevalier blanc face au mal, et que là, tu t'en sors mieux, là tu te dis plus, ouais, je préfère être la possédée finalement, oui, que les autres, parce que au final, je vais peut-être prendre un petit peu moins cher. Ouais. Il faut épouser sa part sombre, tout du moins. Il faut bien sûr ne pas se séparer dans une maison flippante. Ah oui, non mais ça, oui. Ça, on n'en peut plus, effectivement. Maintenant, on arrive même à des films où ils disent mais non, on va pas se séparer, on sait très bien qu'à chaque fois, c'est ce qui cause la perte des personnages. Et du coup, ils le font quand même. Et ça fait plusieurs fois que j'ai l'impression de voir ça dans les films d'horreur récemment. Les mecs, quand vous faites une connerie de scénario, c'est pas parce que vous dites que vous faites la connerie de scénario que vous la faites pas. Enfin, il faut vraiment arrêter de faire complètement. Ça. Ok, donc épouser le mal, c'est ton bilan. Je dis pas que c'est bien, mais je dis que si tu veux survivre en ce moment, c'est ça qu'il faut faire, oui. Très bien, c'est noté. Alors, changeons un petit peu d'ambiance, puisque j'ai sorti il y a pas longtemps une vidéo spéciale Saint-Valentin où je parlais d'amour. Du coup, j'avais quand même très envie de savoir, pour toi, qu'est-ce que c'est la plus grande histoire d'amour du cinéma ? Enfin, a priori, je veux dire, c'est... A priori, celle qui te vient là, hein. Oui, non mais c'est ça, mais je veux dire, c'est que c'est un film dont je donne le titre en réponse à beaucoup de questions, mais c'est parce que c'est mon film préféré, mais c'est Édouard de Main d'Argent, en fait. Raconte-nous pourquoi, ton amour pour ce film, même si tu l'as déjà dit plein de fois. Peut-être qu'il y a des gens, alors j'en doute, mais peut-être qu'il y a des gens qui te découvrent avec cette vidéo. Ah non, oui, j'aurais pas la prétention de croire le contraire et de penser que tout le monde m'a déjà entendu parler de ce film, mais c'est vrai que j'en parle souvent. Et non, mais je l'ai vu petite,
et je pense que je l'avais un peu oublié, tu sais, en l'ayant vu très petite, et en le revoyant ensuite, toujours petite mais moins petite, tu sais, genre vers, je sais pas, 9-10 ans ou pré-ado quoi, et de me dire, tu sais, t'as cette émotion de retrouver des images qui t'avaient en fait marqué gamine et que tu avais oublié ou que tu pensais avoir oublié et qui du coup prennent une résonance particulière. Évidemment, ça évoquait une esthétique qui me séduisait depuis toujours, et c'est... Je sais pas, ouais, j'étais pas plus friande d'histoire d'amour que ça, mais à ce moment-là, je pense que c'est vraiment un des films qui m'a fait sentir vraiment la vraie beauté de la chose avant que moi je ressente, avant que moi je sois tombée amoureuse de qui que ce soit. Et c'était merveilleusement mis en scène, merveilleusement raconté. Mais tu sais, c'est un film qui est tellement proche de moi depuis tellement longtemps que j'ai beaucoup de mal à en parler, tu sais, en prenant du recul et en ayant un regard un petit peu intelligent dessus parce que j'ai un rapport trop émotionnel et trop intime avec. Alors ouais, bien sûr, je comprends. C'est pas très original parce que je sais que c'est un film que tout le monde adore et voilà, hein, c'est pas le choix. C'est pas pour rien, si tout le monde l'adore. Au bout d'un moment, c'est vrai que souvent les films préférés ou des trucs comme ça, c'est des films qui quelque part vont probablement être un petit peu universels et je comprends ce truc de tu saurais même pas expliquer pourquoi c'est ton film préféré parce que c'est tellement plus objectif parce que t'as juste un rapport, c'est ça, t'as un rapport d'amour avec le film que tu saurais même plus expliquer pourquoi. Du coup, peut-être que ça va faire lien avec la prochaine question. Qu'est-ce que ce serait pour toi l'univers cinématographique dans lequel tu aimerais vivre ? Alors, c'est pas forcément ton univers préféré, parce que moi, par exemple, j'aime beaucoup l'univers du Seigneur des Anneaux. Après, y vivre, je sais pas, tu vois. Ouais. Toi, ce serait quoi l'univers dans lequel t'aimerais vivre, l'univers cinéma ? Alors, je pense qu'il y en aurait beaucoup, mais celui qui me vient le plus spontanément, c'est justement celui de L'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que... et ça, depuis vraiment gamine, parce que, en fait, c'est... avec ce film ou presque que j'ai découvert le stop motion, enfin non, en vrai non, parce que je regardais les Harryhausen quand j'étais au moins aussi jeune, mais ça a quand même été l'un de mes premiers contacts avec le stop motion, et en fait j'ai été très vite fascinée par cette manière que j'avais de voir un film de fiction avec de toute évidence des choses qui n'existaient pas entre guillemets, mais qui existaient quand même dans le sens où elles étaient palpables, tu vois, où elles étaient en dur, oui. et comme je savais pas du tout à l'époque, j'avais je sais pas 5-6 ans, je savais pas comment était fait le stop motion. C'était très bizarre de se dire, enfin tu sais, j'étais dans une sorte de je sais pas, d'entre-deux, où je me dis cette chose n'existe pas et pourtant elle existe, et du coup c'est vraiment un monde merveilleux dont j'ai vraiment le sentiment que je peux effectivement y poser les pieds, qu'il est en dur, qu'il est concret. Et ça a été une sorte de coup de foudre où vraiment je me disais mais je me vois marcher, surtout la scène où Jack il défile dans les bois après la nuit d'Halloween et qu'il arrive jusqu'à la clairière avec les portes. Je me disais mais je me vois tellement marcher dans cet espace, j'ai l'impression comme tout est palpable, tout a l'air palpable, j'ai l'impression de m'y repérer très bien, de savoir où se trouve telle ville, où se trouve tel endroit, et en fait déjà l'impression d'y vivre en fait, et ça faisait écho, c'est pareil, il y a tellement d'ambiance que j'aimais, je m'y sentais tellement bien grâce à la musique, grâce aux thématiques, que ouais, pour moi ça a très vite été un univers, vraiment je brûlais d'y vivre. Et j'en brûlerai toujours. Et alors vraiment, mon délire depuis gamine, c'est vraiment de me dire putain, mais j'adorerais vivre là-bas, en vivant toute l'année à Halloweenville, et en vivant la période de Noël à Noëlville, parce que c'est quand même sympa. Et voilà, ouais, c'est vraiment... je pourrais volontiers me transposer là-bas. Je retrouve un truc que je ressens, alors pas forcément avec le stop motion en particulier, mais moi j'ai toujours eu un kiff sur moi j'appelle ça les univers carton-pâte, tu vois, c'est ça, c'est des trucs, tu vois, Terry Gilliam il fait vachement ça dans ses effets spéciaux, de les fabriquer, de les faire voilà, en vrai, en dur, en bois, en carton, en décor et tout, et j'ai toujours eu aussi cette fascination et du coup cette petite préférence à préférer ça plutôt qu'aux effets spéciaux entre gros guillemets. Je sais pas ce qui fait que ça donne particulièrement envie de s'y retrouver dans ces décors, tu vois, parce que c'est le cas dans un film, c'est un mauvais film par ailleurs, mais dans le Dick Tracy avec Madonna aussi, et dans la comédie musicale de Disney Newsies, où c'est pareil, ouais, les décors en carton-pâte à Disneyland, je sais pas pourquoi, une fois que c'est filmé, ouais, je pense que c'est vraiment cette sensation que ça a de te dire à la fois c'est faux et en même temps c'est vrai, tu vois, et que ça crée un vertige qui est très très attirant. Je sais pas exactement. Ouais, puis ça fait un peu... je sais pas, c'est de la psychologie de comptoir, hein, mais c'est un peu, tu sais, quand toi t'es gosse et que tu fabriques des cabanes et que d'un coup ça devient des châteaux, des trucs comme ça, en fait tout est
tout est possible avec, avec 4 bouts de carton, un truc comme ça. Et c'est vrai que en plus, je trouve, alors ça fait appel à un imaginaire particulier et je pense que pas forcément tout le monde accroche à ça. Mais je pense que si on y accroche, ça vieillit peut-être moins mal que certains effets spéciaux qui maintenant voilà, paraissent hyper vieillots et tout, alors que ça bouge pas. Encore faut-il adhérer à l'esthétique, quoi. Ouais, mais moi, effectivement, j'ai un rapport très, comment dire, mais enfin, pour moi, le côté tangible et palpable des choses que je vois à l'écran, c'est très important, et des effets spéciaux numériques ont même pas forcément besoin de vieillir pour moi, pour que ça marche pas du tout. Enfin, je me rappelle, par exemple, à l'époque où était sorti au cinéma le King Kong de Peter Jackson, moi, j'avais pas accroché, mais du tout, je n'y arrivais pas du tout, et c'est un exemple comme ça, hein, mais ça m'a fait ça avec des tas de films, parce que toutes les scènes avec des dinosaures, les scènes d'action et tout, bah, tout était en CGI, et je n'arrivais pas une seule seconde à avoir vraiment l'impression que les personnages étaient en présence de dinosaures. Pour moi, c'est comme s'ils n'étaient pas à l'écran, c'est comme s'ils ils ont pas de poids, ils ont pas de texture, ils ont pas de profondeur, même si ça peut être très très bien rendu, hein, et c'est vrai que maintenant c'est parfois tellement bien rendu que ça fonctionne mieux. Mais déjà sur le moment, tu vois, moi il y a un truc, ça met une grosse distance entre le film et moi, et quelque chose qui est mal fait mais qui est fait en dur, bah rien que le fait de croire au fait que l'objet existe parce qu'il existe, bah qu'il soit très réaliste ou pas, finalement ça passe assez vite au second plan pour moi. Ouais, c'est tout un sujet quoi, hein. C'est vraiment... Oui, je sais plus quelle était la question de départ, mais on a digressé. Ouais non mais, je vais pas te cacher que c'est un peu fait pour ça ces questions, c'est un peu fait pour digresser. Hein. mais ouais non, c'est vrai, enfin, ça pourrait vraiment faire le sujet d'une vidéo à part entière parce que c'est hyper intéressant. En plus, je pense que pas forcément tout le monde a la même sensibilité là-dessus. Donc, oui, sûrement, oui. Quel est pour toi le film que tout le monde adore et que toi tu te dis mais pourquoi, c'est hyper surcoté, et à l'inverse, quel est le film que tout le monde traite un peu comme une série B mais que toi tu vas adorer? Alors les films surcotés, bon, il pourrait y en avoir plein parce qu'effectivement on a tous des goûts différents, donc voilà, mais vraiment ce qui m'apparaît le plus à chaque fois, c'est vraiment le cinquième élément et Léon de Luc Besson, enfin Luc Besson que je tiens pour un tâcheron, mais je ne comprends pas, à chaque fois tout le monde, les gens me disent mais non, mais quand même le cinquième élément et Léon, mais non, désolé, mais vraiment non, oh là là, et alors le cinquième élément, je l'aimais quand j'étais petite, tu vois, vraiment quand j'étais gamine, et je l'ai revu adulte, mais désolé, non, vraiment, pour moi, ces films, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors, c'est vrai qu'en plus, maintenant, Léon, comme il y a quand même une histoire d'amour un peu problématique, ou très problématique, qui est représentée, les gens ouvrent un peu plus les yeux dessus, ils remettent un peu plus le film en question, mais ils remettent pas vraiment en question la qualité cinématographique du film. Moi, je suis pas du tout sensible. Enfin bon, voilà, bref, je vais pas me lancer sur le sujet de Luc Besson, mais voilà, je m'arrache les cheveux de voir que ces films sont encore encensés à l'heure qu'il est, ça me dépasse. Mais bah, tu peux te lancer sur le sujet, c'est là aussi tout un sujet assez actuel aussi pour le coup. Je pense qu'il y a effectivement des gens qui aiment encore ce film, si tu veux, sincèrement, mais il y a une petite partie de moi qui a du mal à croire que c'est pas par nostalgie, tu vois. Bon, alors, ces gens s'en défendraient sans doute, et voilà, après tout, je respecte les goûts de chacun, mais voilà, c'est un truc, ça me dépasse. Et du coup, en film que tout le monde trouve que c'est nul et que moi j'adore, ah bah si, il y a le film Catacombe, le film d'horreur Catacombe, j'ai plus le nom du réalisateur en tête, qui est sorti il y a quelques années, donc il s'appelle en anglais As Above, So Below. Ce film a vachement marché sur moi, j'ai vraiment aimé, je trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre, mais tout le monde le déteste, tout le monde trouve que c'est nul, et moi j'ai flippé devant, j'ai pris mon pied, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça intelligent et tout, et voilà, je ne comprends pas le désamour envers ce film. Alors je l'ai pas vu, je vois bien l'affiche, je l'ai pas vu, et du coup ça m'envoie vers une question subsidiaire. Du coup, malgré le nombre de films d'horreur ou de films de genre que tu dois t'avaler, ça t'arrive encore à avoir des trucs qui t'impressionnent, etc., ou t'es un peu vacciné?
Ah non, je suis pas du tout vaccinée, je suis une flippette, vraiment. Juste la différence, c'est que moi j'aime avoir peur, donc du coup, c'est ce qui me fait aller vers l'horreur, mais je suis pas du tout, vaccinée. Enfin, je veux dire, ouais, je n'aimerais plus ça si ça me faisait plus peur. Enfin, même si après, voilà, il y a plein d'autres choses que je vais chercher dans le genre que la peur, parce que l'horreur ne se mesure pas qu'à ça. Mais il y a encore des choses, il y a des choses, si tu veux, qui me choquent, que je regrette parfois de voir ou d'avoir vu, dans le sens où c'est pas le type d'horreur que j'ai envie de voir, parce que je trouve ça gratuit, sans intérêt, bon, pour plein de raisons parfois, mais par contre il y a encore des choses qui m'effraient beaucoup. Et justement tout à l'heure je disais sur Twitter que j'ai revu là il y a deux jours Darkwater de Hideo Nakata, donc la version originale japonaise, et je me suis crue maline en me disant bon, la fois où j'avais vu j'avais eu très peur mais j'étais gamine, bon voilà, vas-y, je le revois toute seule le soir à 1h du mat, dans le noir. J'ai flippé de ouf et j'ai eu beaucoup de mal à éteindre la lumière, hein, franchement. Ouais, non, je suis très impressionnée par ça, et enfin très impressionnable. Et je repense justement parce que donc j'avais fait aussi une vidéo sur le personnage dans Ring, le personnage de Sadako, donc du même réalisateur Hideo Nakata. Et c'est pareil, je pensais, bon, je travaille sur le film, voilà, enfin sur le film, je veux dire, je fais une vidéo sur le film, j'ai pas de soucis, je vais le revoir et le revoir, etc. Au final, entre le moment où j'ai revu le film pour commencer à l'étudier, après quand je l'ai revu, ensuite quand j'ai fait même mon montage, quand j'étais en train de faire mon montage, je flippais de regarder rien que les extraits que je devais mettre dans ma vidéo. Donc ça a été une galère à faire. En plus c'est pareil, je le faisais la nuit parce que je travaille beaucoup de nuit, donc non, ça m'arrive encore vraiment d'avoir peur, ouais. Ok. Ah ouais, je vois trop le truc. Bon, alors moi, ça m'a fait ça complètement dans l'inverse quand j'ai monté, ma vidéo Saint-Valentin où je montais avec les extraits de déclarations d'amour, de trucs comme ça et tout. Je me mettais à chialer genre toutes les 2 minutes parce que je mettais des extraits hyper émouvants, parce que vraiment je suis hyper sensible, hyper bon public. Avec ça, mais alors vraiment faire ce que toi tu fais, me monter des trucs d'horreur, mais alors moi déjà, je l'éteins pas souvent la lumière quand je suis tout seul, mais alors là je sais pas comment tu fais. Ce fut dur. Ouais, c'est dingue, et vraiment, mais dans ces moments-là, je me dis, mais putain, j'ai créé une chaîne pour parler de films d'horreur, ça s'appelle Demoiselle d'horreur et tout, et je suis là à pas pouvoir éteindre la lumière le soir, mais la honte, mais bon. Mais voilà, tu viens de briser un mythe. Imaginons qu'on crée le biopic sur ta vie. Qui est-ce qui jouerait ton rôle ? Je suis peut-être pas obligée de prendre une fille qui a mon âge à l'heure actuelle, j'imagine, parce que ça réduirait beaucoup les choix. Non, mais qui tu veux. Alors beaucoup. Dans les gens qui me connaissent un peu, beaucoup s'imagineraient que je répondrais Winona Ryder parce que c'est mon idole depuis gamine et que c'est mon actrice préférée et que je trouve que c'est la plus belle femme de tous les temps. Mais je pense que c'est pas forcément celle qui me représenterait le mieux, déjà parce que je lui ressemble pas du tout, et parce que malheureusement je n'ai pas tellement son style. Je pense que 2 ou 3 versions qui seraient plus fidèles à moi tout en étant très largement magnifiées et qui me feraient beaucoup honneur si elles pouvaient m'incarner, ce serait Neve Campbell, donc l'héroïne de Scream. Je pense que j'ai un peu plus son style de physique, enfin vite fait encore une fois, hein, toute proportion gardée, et c'est vrai que je m'identifiais assez, enfin je la voyais assez comme une version idéalisée de moi-même quand j'étais ado. Ok. Donc ne te dénigre pas autant, je suis sûre que tu serais un super personnage de slasher et que tu finirais le film. Ah bah c'est gentil. J'espère, on verra bien. Ouais, peut-être que... Enfin bon, bref, je ne veux pas dire des choses horribles sur l'avenir, mais ça se trouve, on verra ça. Non, ouais, donc ça, je pense que c'est la première qui me viendrait à l'esprit. Et sinon, bon, j'ai tellement honte de dire ça, tellement elle est magnifique, mais Isabelle Adjani, tu vois, c'est des types d'incarnations dans lesquels je me retrouve, enfin des types de... surtout Isabelle Adjani qui a incarné beaucoup de personnages qui me parlent beaucoup, où ça me flatterait beaucoup d'être dans cette lignée-là. Pas que je le crois sérieusement, mais c'est vers ça que mes rêves me porteraient, on va dire, en termes d'incarnation de ma personne. Mais cesse, tu es une femme magnifique, tu mérites une actrice de la trempe d'Isabelle Adjani pour t'incarner, après tout. Isabelle, c'est pour toi. Isabelle, si tu passes par là. Et alors, du coup, ce film, ce serait quel genre de film ? Alors,
Je pense que ce serait le genre de film que j'ai envie de réaliser, que moi j'ai envie de... Parce que mon but un jour c'est de réaliser dans ma vie. Ok. C'est un film qui mêlerait romantisme noir et couleur pop et en même temps images macabres. Bon, plein de choses différentes, mais pour dire, en fait, là, il y a en mars, pardon, le 16 mars au cinéma sort le film Medusa de Anita Rocha da Silveira, qui est exactement le genre d'esthétique, le genre de film que je veux réaliser, et pour moi, c'est vers ça que ça irait. Et surtout, c'est très important, pour ajouter à ça, je trouve que quand on réalise un biopic, il faut pas essayer de réaliser un documentaire, c'est-à-dire que d'habitude j'aime pas les biopics parce que je trouve que ça ressemble trop à un documentaire en vêtements de fiction et je suis pas très fan de ça, c'est trop académique. Mais par contre, par exemple, j'adore le film I'm Not There de Todd Haynes, qui est un biopic sur Bob Dylan, parce que là on détruit complètement tous les codes du biopic et en fait on raconte un peu une personne parmi tout ce qu'elle nous évoque plutôt que par les éléments réels de sa vie. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut réaliser un biopic. Et voilà, si ça devait être un biopic sur moi, il faudrait mélanger à la fois macabre et pop. Ok. Ok, super intéressant. En tout cas, j'ai l'impression que tu ferais partie de l'équipe de prod. Oui. Ah bah, s'il faut un film sur moi, je vais être derrière, hein, t'inquiète. Qu'est-ce que ce serait le message, le petit bilan que tu aurais envie de dire aux gens qui regardent cette vidéo? Non, si, en fait, un truc qui me tient souvent à cœur de rappeler aux gens avec qui je parle, qui viennent me parler de mes vidéos, c'est que souvent, sous mes vidéos, on me dit, ou alors on me le dit en vrai, on me dit « Oh là là, mais tu m'as montré une facette du film que j'avais pas du tout compris, moi j'ai vu le film un peu comme un teubé, j'ai rien compris, j'ai pris tout premier degré, ce genre de choses. » Et en fait, c'est comme si, enfin, ces personnes me parlaient comme si ma vision analytique ou l'analyse que je propose était plus intelligente que leur ressenti du film ou plus précieux. Enfin, et en fait, j'ai vraiment envie de dire que l'analyse c'est très très secondaire, même si c'est ce que je fais sur ma chaîne et que j'adore ça et que je trouve ça, enfin dans l'idéal je trouve ça intéressant et tout, ça remplacera jamais le ressenti. Et ouais, le ressenti émotionnel face à un film, ça n'est vraiment que ça qui compte, enfin qui compte vraiment en définitive. Et d'ailleurs mes analyses, je ne les tire essentiellement que de mon ressenti émotionnel face au film. Ma première question c'est qu'est-ce que le film m'évoque, et ensuite je vais essayer de décortiquer qu'est-ce qui fait que ça m'évoque ça et pourquoi ça m'évoque ça, et c'est de là que je tiens mon analyse. Mais c'est vraiment l'émotion, c'est la seule chose qui compte, j'ai envie de dire, presque dans la vie, c'est pour ça qu'on est vivant je pense. Donc voilà, faut jamais complexer de pas avoir un regard analytique sur les films, surtout quand on est un spectateur lambda et qu'on n'en parle pas dans la vie, et ça ne primera voilà, jamais sur l'analyse, simplement le simple ressenti et l'émotion qu'on a face à un film. C'est vrai que souvent dans les critiques ciné qu'on voit sur YouTube, complètement involontairement, je pense pour la majorité des gens, les gens donnent, mais j'en fais partie, hein, donnent un avis, peut-être un avis un peu analytique, et les gens prennent ça pour il faut penser ça, ou c'est ça la vérité et point. Alors que déjà, on propose notre avis par rapport, et tu le dis super bien, au prisme de ce que le film nous a fait ressentir à nous. Et en plus, si on dit un film est bien, un film est pas bien, etc., c'est vraiment un avis super perso qui passera exactement comme tu dis, de toute façon, derrière la subjectivité de tout le monde. En fait, chacun a son avis, et c'est super cool en plus de confronter des avis qui sont hyper différents. Et c'est pas parce que nous on vient donner un avis ou une analyse que ça doit forcément primer au-dessus du sentiment ou de l'émotion. Et quand un film ne m'a pas parlé, tu vois, je suis un peu démunie en me disant j'ai raté un truc là, ou j'ai pas su le voir, ou bref, je complexe par rapport à ça. Or il faut juste, c'est pareil, au bout d'un moment, il faut savoir ce que le film t'a procuré. Et je vois par exemple les films de David Lynch, que j'aime beaucoup en général, et bah il faut bien reconnaître que David Lynch, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Je sais qu'il y a des gens qui le comprennent bien, à peu près. Moi je comprends rien, mais ça n'empêche pas que par contre j'adore ce qu'ils me font vivre, j'adore l'émotion que ça me procure, même si je suis pas capable de la lire. Donc et du coup ça reste prioritaire. Je peux continuer à dire que j'aime Lynch, ouais j'y comprends rien, mais par contre ça me parle à un niveau pas conscient, mais c'est pas grave, c'est encore une fois c'est l'émotion qui compte. Ou je vois par exemple aussi le film La Taupe,
mis à part le fait que c'est une histoire d'espionnage, je ne comprends rien, je ne sais pas de quoi ça parle. Et pourtant j'ai adoré le voir, j'ai vraiment pris mon pied parce qu'en termes de mise en scène et de ressenti et des émotions que l'image pure et le jeu d'acteur etc. réussit à te faire sentir, bah il est top, il est top, alors que je ne sais pas de quoi le film parle quoi. Il est Donc, top. Bref. Voilà, il est taupe, c'est lent. Écoute, merci énormément, c'était hyper intéressant de discuter avec toi et je suis sûre que ça a plu à énormément de monde, peut-être des gens qui te découvriront ou d'autres qui apprendront à te connaître un petit peu plus, donc mais vraiment merci d'avoir accepté cette invitation, c'est trop cool. Bah merci à toi de m'avoir invité, c'était très cool. Évidemment, tout le monde, allez vous jeter sur la chaîne de Judith. Effectivement, elle fait des interviews avec des gens super intéressants. Elle parle de meufs, elle parle de films d'horreur, elle parle de meufs dans des films d'horreur et de plein d'autres choses de manière hyper claire, hyper pédagogique si on peut dire. Puis on a une tradition avec les portraits ciné, Judith, il faut que tu dises au revoir aux gens. Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais me demander de chanter un truc ou un truc comme ça. Vas-y, fais-nous un sketch maintenant. Hors de question. Non. Eh bien, au revoir tout le monde. Désolée de ne pas avoir de manière très personnelle ou particulière de dire au revoir, mais j'espère que ça vous a plu et peut-être à bientôt sur ma chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé. Dis-nous un mot pour conclure cette histoire. Churros. J'aurais voulu dire un truc profond ou représentatif de mon amour pour le roman gothique ou je sais pas quoi, mais...